Regardez. Cette montre ne vaut rien. 10 $ à la sauvette, au coin de la rue. Mais attention, je la prends, je l'enterre dans le sable et dans 1000 ans, elle n'aura pas de prix et vaudra tous les trésors. Comme l'arche. Des hommes se tueront pour l'avoir. En 1530, chassé de Rhodes par Soliman le Magnifique, l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem parvient à persuader l'empereur Charles Quint de leur céder l'île de Malte. L'empereur accepte mais à une seule condition, celle de lui donner un faucon chaque année pour tribut, en symbole de soumission à l'Espagne. Mais l'ordre des chevaliers est tellement reconnaissant qu'il lui offre non pas un vulgaire volatile vivant insignifiant, mais un fabuleux faucon en or serti des pierres précieuses les plus magnifiques issues de leur coffre. Et n'oubliez pas, cher monsieur, qu'ils en possédaient de très belles, les plus belles de toute l'Asie. Oh pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire Le Faucon Maltais d'Achille Lamette. C'est un super livre. Ça parle d'un oiseau précieux autour duquel tournent plein de personnages louches et inquiétants. Oui, c'est passionnant, hein, c'est bourré de rebondissements, entourloupes, poignards dans le dos et autres coups fourrés et constitue la quintessence même du style hard-boil, le roman noir quoi. Et l'adaptation de 1941 par John Huston avec Humphrey Bogart en détective chapeauté est vraiment cool aussi, et lance à la mode du film noir. Donc pardon, je pose le livre, et de quoi je vous parlais déjà ? Ah oui, la chouette en or. La chouette d'or, c'est un fabuleux oiseau sculpté en or et argent et serti de pierres précieuses. Oui, comme vous devez sûrement être au courant parce qu'elle est partout dans l'actu en ce moment, puisque la statue constitue en fait le prix d'une chasse au trésor qui vient, techniquement, de prendre fin. Ou pas. Non, parce que depuis l'annonce de la découverte le 3 octobre au matin, c'est calme blanc, hein. Non, on sait juste que le gagnant ou la gagnante souhaite rester anonyme. Et alors, pour l'emplacement, on nous parle hypothétiquement d'une annonce en avril 2025. Ouais, dans n'importe quelle autre chasse, les réponses ont toujours été dévoilées dans la foulée, mais là non, là c'est calme blanc et on saura peut-être dans 6 mois. Et il faut dire qu'il s'en est passé des choses en 31 piges, entre le décès du créateur des énigmes en 2009 et les diverses péripéties judiciaires et faillites qui ont touché toutes les personnes et compagnies qui se sont approchées trop près du volatile. Oui, telle l'huile secrétée par son croupion, la poisse semble coller à cette chouette, et l'histoire de ces multiples péripéties mérite, je pense, d'être contée. En 2 parties, hein. Oui, vu qu'elle risque de ne pas connaître de résolution avant au moins l'année prochaine, et encore, hein, parce que vous allez voir que cette aventure a connu plus de rebondissements qu'un kangourou en pogostique dans un château gonflable. Et tout d'abord, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la chouette d'or, c'est quoi ? La Chouette d'Or, ou plus précisément Sur la trace de la Chouette d'Or, est un jeu concours mis en place en mai 1993 où, grâce à un livre comprenant 11 énigmes plus une dissimulée, tu dois trouver la cache d'une chouette en bronze mesurant environ 50 cm et enterrée quelque part en France, dans un lieu public, à plus de 100 km des côtes et à environ 80 cm de profondeur. Elle est où la poulette ? Si vous croyez que c'est facile. Et c'est cette chouette qui te permet de remporter le gros lot, à savoir donc la Chouette d'Or, un objet fabuleux d'une valeur estimée au doigt mouillé à 150 000 €, conçu par l'orfèvre lyonnais Adrachès Papazian et symbole de toutes les convoitises. What is it? The stuff that dreams are made of. Huh? Oui, et n'espérez plus gagner cette chouette parce qu'elle est partie dans un autre pays, a déclaré Michel Becker, le récent organisateur de la chasse. La chouette s'est envolée. L'anonymat absolu m'a été demandé pour n'avoir pas à subir ce que je subis moi-même. En outre, la chouette est désormais loin de France. Vous voilà satisfait ? Non, je ne suis pas satisfait, non. Et le plus dingue, c'est que j'étais justement en train de préparer une vidéo sur la chouette en or quelques jours seulement avant sa découverte. Oui, c'est tout moi ça, il suffit que je fasse un sujet pour que le truc meure dans la foulée. J'avais d'ailleurs prévu d'aller sur une zone non loin de Gap pour tester ma théorie, histoire de donner une fin amusante à la chronique, mais je garde peut-être ça pour la seconde partie, on verra. En attendant, laissez-moi vous narrer la première partie de l'une des chroniques les plus passionnantes qui soient, celle que j'ai nommée « L'affaire de la chouette maudite ». Alors on va revenir un peu en arrière, mais tout commence réellement vers le milieu des années 70. Oui, cette fameuse période de remise en question envers les institutions, où, alors suite à l'assassinat du président Kennedy et le scandale du Watergate, le monde entier se met à se passionner pour les complots en tout genre, les événements paranormaux et en gros tout ce qui touche à l'ésotérisme. Et en définitive, n'est-ce pas ça la vérité vraie ? La réponse
et non. De fait, à ce moment apparaissent pléthore d'ouvrages allant de l'affaire Roswell au triangle des Bermudes, sans oublier, surtout, le triomphe du best-seller L'Or de Rennes de Gérard de Sède. Oui, un curieux bouquin paru en 1977 retraçant l'histoire de l'abbé Saunière. Oui, le célèbre curé qui aurait découvert de curieux parchemins codés à la fin du 19e siècle, en fouillant son église. Des parchemins que l'auteur du livre aurait curieusement retrouvés et qui prouveraient, toujours d'après lui, l'existence d'une lignée cachée des Mérovingiens. Oui, dont le dernier descendant serait un type nommé Pierre Plantard, pouvant prétendre au trône du royaume de France. Accrochez-vous, hein. Ah bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Et non, mais cette histoire est incroyable et véridique avec de vrais faux documents infiltrés en douce de vos archives nationales. Non, c'est incroyable. Franchement, si un jour vous êtes motivé, je pourrais vous la raconter. Et oui, je sais, vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Eh ben oui. En traversant la Manche, le fils du Mérovingien est devenu le fils de Jésus-Christ. Oui, et ça a inspiré Dan Brown pour faire son Da Vinci Code. Que normalement là ça devait être Da Vinci Code, mais je l'ai prêté. L'affaire Philippe de Chérizet a révélé la supercherie en 1967. C'est bien là ce qu'ils veulent vous faire croire. Bon alors tout ça pour dire que codes et trésors mystérieux aident à vendre du papier dans les années 70, et c'est pour ça qu'un peintre britannique nommé Kit Williams a une idée. Bah ouais, quitte à chasser des trésors, pourquoi ne pas en inventer un soi-même? Et c'est ainsi que paraît en 1979 l'ouvrage Masquerade, te permettant de gagner un lièvre précieux en or orné de diamants. Alors pour le remporter, il te suffit de mettre la main sur un bijou de 18 carats, enterré dans un coffre en céramique quelque part en Angleterre. Et pour trouver ce bijou, eh bien il faut résoudre des énigmes, constituées de textes mystérieux et d'illustrations en parallèle. Oui, c'est exactement comme sur la trace de la chouette d'or, hein, y a pas photo. Et comme on peut s'y attendre, eh bien le livre fait un carton, s'écoulant à plus d'1 million d'exemplaires. Un succès qui va se reproduire également 3 ans plus tard à la découverte du bijou et l'apparition du livre des solutions. Bon alors seule la chasse en elle-même se conclut en eau de boudin, hein, puisque le gagnant, qui avait souhaité rester anonyme, mais que les journalistes ont fini par découvrir, avait en fait bénéficié de confidences de l'ex-compagne du peintre pour le lieu de la cage, et qu'il avait trouvé le coffret simplement en s'aidant de son chien, une fois sur la zone. Oui, vu qu'il n'avait pas le pile-poil, hein, c'est-à-dire l'emplacement exact du trésor. Bon, il va sans dire que le prix fut annulé. Oui, tu vois le spécimen, un méchant, un gredin, Et alors, mine de rien, on retrouvera le coup du trésor trouvé grâce à des confidences dans masse de chasses souhaitant surfer sur le succès du livre, en espérant que la chouette, elle, en soit épargnée. Très bien. Vous permettez que j'aille chercher quelque chose dans ma voiture? Parce que oui, hein, alors forcément 1 million d'exemplaires écoulés, bah, ça fait des envieux, et le triomphe de Masquerade a de fait donné envie à plein d'autres auteurs de se lancer avec plus ou moins de succès sur ce créneau, dont Régis Hauser, alias Max Valentin, qui au début des années 90, et après quelques ouvrages divers sur le marketing, les graffitis ou la misogynie, a l'idée lui aussi de reprendre le principe du jeu concours avec un trésor à la clé. Mais un lot précieux, ça coûte cher à fabriquer, hein, et le pépère doit donc mettre son concept au clou en attendant l'arrivée providentielle d'un mécène. Par chance, en 1992, il parvient à en trouver 2, avec d'un côté celui qu'on va simplement appeler Hervé, hein, pour des raisons juridiques, joaillier de son état qui cherche à faire un gros coup marketing pour mettre en valeur une future collection de montres et de bijoux. Montres et bijoux designés par notre second couteau, le mec qui s'est occupé des illustrations de la chouette et qui a relancé la chasse en 2021, j'ai nommé l'artiste peintre Michel Becker. Becker, c'est un personnage, hein, un exilé de Monaco qui s'est échoué dans le Vaucluse, connu de tous les habitants de son village pour se pavaner en Rolls, et qui déclare sans cesse à qui veut l'entendre qu'il serait l'arrière-arrière-petit-fils caché d'Henri d'Artois, connu aussi sous le sobriquet de Henri V, comte de Chambord, héritier des Bourbons et prétendant au royaume de France. L'un de mes ancêtres était le fils naturel du comte de Chambord, le dernier prétendant légitime au trône de France. Quel monde est bizarre. Et en voilà une coïncidence. Bon, avec Hervé, Becker a également un rêve, celui de bâtir un gigantesque musée dédié à son art, à Antibes, une sorte de seconde chapelle Sixtine, qu'il baptiserait Sixtine True. Et c'est écrit comme ça dans son bouquin à Becker, un noir sur blanc, 16 tout. Non mais j'invente rien. Hélas, malgré de bons contacts avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et peut-être à cause de toute cette démesure, le projet est tué dans l'œuf. Et alors justement, c'est alors que notre duo rencontre notre troisième larron, hein, c'est-à-dire Régis Hauser, l'expert lorrain en marketing qui leur propose d'abandonner cette idée de chapelle Sixtine, trop coûteuse à mettre en place et un
petit peu absurde, est d'organiser une gigantesque chasse au trésor à travers toute la France, dont le prix serait une œuvre d'art conçue par Michel et Hervé. Alors par chance, Régis a déjà conçu un manuscrit. Oui, intitulé L'œuvre du père Méus, ouais, en fait le prototype ultra bien avancé de ce qu'on connaîtra sous le nom de Sur la trace de la chouette en or, où là, le gagnant doit donc trouver un œuf en or, à la manière des œufs de Fabergé. Vous ne croyez pas que vous en avez déjà eu assez? Je vous le dirai quand j'en aurai eu assez. Bon alors Hervé il est pas trop joyeux à l'idée d'un œuf en or, qu'on risque justement de rapprocher un peu trop de ceux de Fabergé, et c'est alors que Michel lui ressasse, encore, le conte de ses origines, expliquant que son arrière-arrière-grand-mère supposée, Marie-Thérèse de Modène, avait participé aux grandes révoltes royalistes de la fin du XVIIIe siècle, oui, la fameuse chouannerie, et que, alors pour l'hommage, on pourrait remplacer l'œuf par une chouette. Il m'a dit, pas encore. De fait, bon an mal an, Régis accepte de métamorphoser l'œuf en sa génitrice et modifie quelque peu les énigmes de son bouquin. Enfin, il confie également à Michel Becker un cahier des charges pour qu'il puisse faire les illustrations nécessaires. Un cahier des charges que Becker publiera dans son ouvrage de 2019. Moins une page qui sera sur internet, parce qu'il y a eu une erreur d'impression. J'aurais mieux fait de l'envoyer au Marx Brothers. Vous voulez bien rester calme? Bref, pendant que Becker commence à peindre ses tableaux et que Hervé achète les kilos d'or et d'argent qui serviront pour l'animal, Régis, lui, contacte l'éditeur Mania, chez lequel il vient tout juste de publier sa compilation de graffiti. Et puis, alors d'un coup d'un seul, curieusement, après avoir signé un compromis pour l'achat d'une boutique place Vendôme, qui exposerait la chouette en plus de la collection de montres et bijoux dont je causais tout à l'heure, Hervé coupe brusquement les ponts avec Becker et abandonne, soudainement, précipitamment, le projet. Monsieur le directeur! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il s'expliquera des années plus tard dans l'excellent La Chouette d'Or, l'enquête de Julien Alvarez, paru aux éditions du Trésor. Le livre est vachement bien, non, il m'a beaucoup servi pour cette vidéo. Toutefois, ne souhaitant pas mettre fin à une affaire aussi juteuse, Becker et Hauser continuent quand même sans Hervé. Oui, le peintre utilisant ses économies, dit-il, pour acheter les matériaux à l'ex-mécène. Ensuite, il va nous superviser la fabrication de l'oiseau en confiant le design du bestiau au joaillier Michel Ardouin, puis la conception du moule à l'artiste Daniel Démé. De ce moule, ils vont en tirer 2 modèles, dont l'un sera enterré quelque part en France métropolitaine par Max Valentin durant la nuit du 22 au 23 avril 1993, tandis que l'autre défilera, en théorie, dans les médias. Et il faut d'ailleurs noter qu'en octobre 2021, et pour des raisons que j'expliquerai dans ma seconde partie, Michel Becker, lui, enterrera ce second modèle, oui, avec modification du règlement, afin de relancer le jeu, et que c'est celui-ci, donc le second modèle, qui a été finalement découvert 3 ans plus tard. Ouais, le premier modèle, lui, celui enterré par Régis Max Valentin Hauser, semble avoir disparu à tout jamais. Ou pas. Mais bref, une fois nos 2 chouettes en bronze conçues, et pendant que Becker supervise la conception du lot, le 19 mai 1993, l'huissier Maître Louquet, chargé de surveiller la bonne organisation du jeu, puisqu'il en faut toujours un, reçoit de la main de l'éditeur une enveloppe scellée, contenant une autre enveloppe scellée avec les solutions des énigmes, ainsi qu'une disquette. C'est d'un goût atroce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une devinette. La chouette en or, elle, la véritable, qui ne sera terminée que le 10 juillet, se retrouve enfermée à la banque parisienne du Crédit, au Mureau, avec l'huissier attestant la présence du lot dans le coffre numéro 8. Fermé par 3 clés, dont 2 seront gardées en sa possession et la 3e par le directeur de la banque. Dans l'ordre ou dans le désordre? Dans le bon ordre. Donc alors ça y est, cette fois la chasse est définitivement lancée, une chasse qui va surtout prendre son envol lors de l'apparition de Michel Becker à l'émission Coucou c'est nous, le 23 juin 1993. Alors Michel Becker, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous avez écrit Sur la trace de la chouette d'or, que voilà. Michel qui, alors mine de rien, va s'attribuer la paternité de la chasse en expliquant que Max lui achetait auparavant des tableaux. Donc il m'a acheté quelques tableaux, effectivement. Et puis un jour, on s'est trouvé à parler de trésors et je lui expliquais que j'étais passionné de trésors, mais sous l'angle, je dirais, affectif. Et qui raconte avoir enterré l'animal avec Max. Est-ce que c'est vous qui l'avez caché vous-même? Ça, vous pouvez le dire. Oui, ça, c'est pas un grand Bien secret. sûr, oui, non, avec Max Valentin. Nous sommes les deux complices. Tu mens! Tu mens! Il ment! Il en profite également pour citer subrepticement le support Minitel, alors que De Chavannes lui avait visiblement interdit en coulisses, vu la gueule qu'il tire. Et ça, on l'a constaté sur le 3615 Mania, où les gens peuvent échanger effectivement, je l'ai placé, vous avez vu, Je vois, ouais. où les gens peuvent effectivement échanger des indices. Car oui, en parallèle de la chasse et sur conseil de Régis, l'éditeur n'hésite pas à lancer le 3615 Mania, où, alors durant toute l'année 1993, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce serveur, tu pouvais
pouvait dialoguer en direct avec Max pour 1,29 € la minute. Cette histoire de Minitel, pour moi, c'était une histoire de business. J'avais l'impression qu'il était heureux, mais il se faisait plumer. Et alors malgré cette promo un poil chaotique, il faut l'avouer, La Chouette se met à passionner plus de 17 000 lecteurs avides de faire main basse sur le glorieux Zozio, dont plusieurs se mettent à débarquer, pelle à la main, dans la petite bourgade de Dabo, en Moselle, où serait peut-être enfoui le volatile, d'après une possible réponse à la 6e énigme. Et oui, dès la première année, les chouetteurs et chouetteuses se séparent en deux clans. Les daboïstes d'un côté, qui estiment que la Chouette se trouve à quelques mètres des fameuses bornes Saint-Martin, c'est les bornes frontières qui seraient les 3 sentinelles de la 10e énigme, et les autres, comme moi, qui se disent que non, hein, c'est sûr, c'est ailleurs, c'est une fausse piste ça. Et c'est ainsi que pendant 30 ans, la très jolie ville de Dabo va accueillir, fréquemment, des milliers et des milliers de chasseurs de trésors qui creusent sans répit du côté des bornes Saint-Martin. Ouais, l'endroit a tellement été retourné que ça serait quand même extrêmement curieux que la Chouette s'y trouve, vu que les chouetteurs et chouetteuses ont plus creusé Dabo que les nains de la Moria. Vous et moi y sommes déjà allés. Et en sommes revenus vivants. Mais quel funeste souvenir. Et pendant ce temps, Michel Becker, lui, déchante. Ouais, non, ces toiles se vendent pas plus qu'avant, la gamme de montres qu'il avait espérée est au point mort, et alors d'après un article dans l'IB de 95, l'artiste n'a même pas de quoi payer la vignette de sa Rolls. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et alors pour les éditions Mania aussi, c'est la déconfiture. Certains critiques estimant que la prestigieuse maison d'édition s'est fourvoyée dans un jeu puéril, et l'onéreuse location d'un coffre pour garder la Chouette commence sérieusement à peser dans le budget. Du coup, ce qui devait arriver arriva, et le 26 juillet 1994, les éditions Mania sont mises en liquidation judiciaire. Et alors, 6 mois plus tard, Paul Duflos, le PDG de la boîte, lui, il décède dans un accident de voiture. Il a dû lui arriver quelque chose. Il lui est arrivé qu'il n'est pas arrivé. De l'autre côté, Max Valentin, lui, a senti le vent tourner. Et grâce à ses nouveaux revenus issus du Minitel, parce que ça fait beaucoup d'argent, il a pu racheter les droits du bouquin et ouvrir son propre serveur au 3615 MaxVal, toujours à 1,29 € la minute, auquel il ajoute désormais un serveur vocal à 2,23 € la minute, où tu peux poser tes questions sur un répondeur. Quelqu'un a appelé un drôle de numéro, il y en a pour $300. C'est pas moi. En outre, il parvient aussi à sortir une seconde version du livre, chez l'éditeur Hermé, cette fois où Régis avait déjà écrit précédemment un autre livre, qui s'appelle « Elles sont terribles !» le guide à l'usage des prétendants romantiques et des fiancés naïfs et des maris exploités. Ah ouais d'accord, c'était ce genre de personne. Et vu que ça avait si bien fonctionné la première fois, mais qu'il ne veut plus utiliser Becker, cette fois c'est Régis lui-même, sous le pseudo de Max, qui passe faire coucou chez De Chavannes, mais masqué, histoire d'éviter les problèmes. La phrase qui a été prononcée, c'est « Aujourd'hui, on égorge une vieille dame dans la rue pour 100 francs, imagine ce qu'on pourrait te faire pour 1 million ». C'est là aussi où Max nous révèle, pour la première fois, qu'il ne faut pas chercher la Chouette en or, comme c'est marqué sur la couverture du bouquin, mais bel et bien une copie en bronze. Oui, mine de rien, c'est important. Et alors peut-être suite à cette apparition, qui alors perso m'avait marqué à l'époque, Régis est aussi contacté pour organiser d'autres chasses au trésor, publiant aux éditions Michel Lafon Le Trésor d'Orval en 1997, où tu dois aussi résoudre la pléthore d'énigmes afin de trouver une clé en or cachée en France. Clé qui sera trouvée en seulement 18 mois par le chasseur Météor, oui, qui avait sympathisé avec Max lors d'une précédente chasse organisée par ce dernier. Bon alors bien sûr, rien ne prouve que les deux faits soient liés. Et dans la foulée, et toujours chez Michel Lafon, sort également une 3e version de Sur la trace de la Chouette en or. Et c'est celle que je possède et que j'avais achetée à Continent à l'époque. Continent, putain, ça nous rajeunit pas, Et pour l'occasion, le rapace doré prend l'air et se retrouve pour la première fois pris en photo. Oui, des photos publiées pour le Figaro magazine, pour des numéros spécial été. Et puis alors, l'éditeur transfère aussi l'animal dans la banque Sao Paulo, toujours à Paris, dans un coffre, désormais loué par les éditions du Trésor. Alors non, c'est pas les mêmes éditions du Trésor qui feront l'enquête sur la Chouette, pour Julien Alvarez. Non, c'est une société à responsabilité limitée créée en octobre 96 qui se charge de régler l'allocation du coffre où est enfermé le précieux trésor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous n'avez rien entendu? Rien, lieutenant. Insonorisé. Et puis alors, quand je vous dis que la Chouette est maudite, en 98, c'est Michel Lafon, cette fois, qui fait faillite, sonnant le glas des chasses en papier de Régis, qui préfère alors se diriger une bonne fois pour toutes vers cet Eldorado appelé Internet. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Oui, et c'est ainsi qu'il se retrouve en partenariat avec la société Cryo Interactive pour participer à des jeux en ligne. C'était la mode à l'époque. Et ouais, depuis 1997 et le carton médiatique de son deuxième monde, une sorte de métavers où tu te retrouvais dans un Paris virtuel et où tu pouvais interagir avec d'autres avatars, à la manière de Second Life, si vous voulez, eh bien Cryo va lancer pléthore de concepts similaires comme le jeu d'enquête Fog, se déroulant à Londres, ou le jeu Venise, Fortune et Gloire dans la cité des Doges, une sorte de jeu de gestion en ligne en 3D où tu incarnais un marchand. Bon alors, là où ça nous intéresse, c'est que chaque mois tu pouvais retrouver Max Valentin sous l'avatar Rigoletto, qui te lançait dans une chasse au trésor afin de retrouver des œuvres d'art disséminées dans le monde, te faisant en outre gagner un véritable voyage à Venise financé par la boîte. Bon, alors en vrai, la critique elle disait que voir le Venise de Cryo c'était mourir un peu, vu que les quêtes générales étaient inintéressantes et répétitives. En fait, il lui donnait même pas 2 mois à vivre. Et effectivement, 2 mois plus tard, Venise disparaissait sous les eaux, car seuls 2 voyages furent remportés sur 13. Un jeu que j'ai pu récupérer en boîte grâce au vendeur Auric, qui ne marche plus, vous vous en doutez bien, parce que les serveurs ils sont morts depuis le temps. Et puis en février 2001, Cryo nous lance également Treasure Hunt 2001, ou simplement TH 2001 sur la jaquette. Un jeu cette fois reposant uniquement sur une chasse au trésor, écrite par Max Valentin, toujours, où tu devais décrypter masse d'énigmes dans un univers en 3D, afin de débloquer le trésor final, à savoir le masque égyptien de Néfer, véridique, dit Cryo, ainsi qu'un diamant noir de 22,22 carats, surnommé le diamant noir de Soleb. Le tout enfermé dans un coffre tout aussi précieux que le reste, fabriqué par l'artiste Gina Brozzi, comportant plus de 8 kilos d'or, pour une valeur donc totale de 1 million de dollars, est-il écrit en gros sur la boîte. Alors ici aussi, le site n'est plus en ligne, mais sachez que le lot a finalement été remporté le 18 juin 2002 par une équipe composée de 2 chercheurs regroupés sous le pseudo Philippe Arnaud, accompagné aussi d'un 3e larron prénommé Gilberte Basque. Sauf que Cryo aussi va faire faillite. Quand je vous disais que cette chouette est maudite. Car moins d'1 mois après que Gilberte Basque et consorts ont déterré dans le jeu le masque de Néfer, la société Cryo se met en cessation de paiement, suivie un peu plus tard d'une liquidation judiciaire. Bon alors par chance, nos chasseurs de trésors parviennent rapidement à contacter le liquidateur, histoire de récupérer leur lot avant la saisie. Ils réussissent après moult démarches à obtenir le masque de Néfer, ainsi que le diamant noir de Soleb, mais apprennent avec stupeur que le coffre en or, lui, est toujours en fabrication, à l'atelier, chez l'artiste Gina Brozzi, qui avait stoppé la conception du bousin parce que Cryo ne réglait pas encore ses devis. Oui, en fait, Cryo s'était simplement dit qu'au lieu de dépenser des fortunes à louer un coffre pour garder la sculpture, il suffisait simplement de ne pas payer l'artiste. Comme ça, elle serait obligée de le conserver chez elle à moindre frais. Et alors du coup, vu que Cryo n'a donc jamais acheté le coffre, puisqu'il n'a jamais payé ses factures, il ne peut être en aucun cas attribué aux vainqueurs qui l'ont dans l'os. C'est malin ça. Bonjour. Et là vous allez me dire, oui bon, mais il leur reste quand même le masque et le diamant. Oui, alors sauf que quand les gars les ont fait expertiser, leur valeur était bien loin du million de dollars promis. À votre avis, combien il peut valoir ? Rien, c'est du toc. Un chiffre qui avait donc été annoncé par Cryo un peu au pif, pour que ça soit plus vendeur. Ce qui rappelle qu'en Météor n'avait obtenu que 30 000 € lors de la vente du trésor d'Orval aux enchères. Ce qui est loin, très loin du 1 500 000 francs là, ou 230 000 € garantis sur la couverture du bouquin. Du coup, alors vexé de s'être fait arnaquer sur le montant du bousin, de n'avoir pas reçu le coffre en or tant promis, et donc déçu par Max Valentin qui là semble n'y être pour rien, les Philippe Arnaud se lancent alors dans la fabrication de leur propre chasse au trésor. Ils se mettent en relation en 2002 avec Michel Becker, tiens, le revoilà pour faire gagner, grâce à une contre-marque enterrée à Dabo, on y revient toujours, une toile du maître. On dirait que c'est de la main d'un enfant de 10 ans dénué de tout talent. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Je me doutais que vous alliez me dire ça, enfin. Alors il faut dire que le peintre reprend à ce moment du poil de la bête, bien résolu à revenir dans la course et à récupérer les belles pépettes. C'est pour cela que dès l'an 2000, le pépère se met à concevoir une montre et divers produits dérivés en rapport avec la chouette d'or, sous la marque Noctua. Il s'associe avec nos Philippe Arnaud afin de mettre en place sa boutique virtuelle sur le site de cette énième chasse, qui sera, elle, remportée en quelques semaines seulement. De plus, et lassé d'avoir été mis de côté durant toutes ces années, pendant que Régis, lui, récoltait les lauriers, Becker commence, en 2003, à lui envoyer masse de mails afin de récupérer ce qu'il considère comme sa chouette en or, afin, en outre, de participer, lui aussi, à l'organisation du jeu, au lieu de simplement laisser croupir la chouette dans un coffre.
car le peintre n'a toujours pas abandonné l'idée de sa seconde chapelle Sixtine et rêve, encore, de bâtir un musée à sa gloire, à la gloire de la chouette, pour que le public puisse enfin l'observer. Ce qu'il parviendra finalement à faire à partir de 2018 et la création du musée du lingot d'art, où tu pouvais voir la chouette en or jusqu'à tout récemment, vu que là, elle y est plus. Et il faut dire que Becker a peut-être eu le nez creux en voulant sortir la chouette du coffre, puisque le 28 octobre 2004, cette fois, c'est les éditions du Trésor, renommées In-Folio, qui sont mises en liquidation judiciaire. Oui, souvenez-vous, celle-là même qui était supposée payer les frais de gardiennage de la chouette en or. Et oui, par un curieux coup du sort, Régis Hauser se retrouve exactement dans la même situation que Philippe Arnaud et Gilberte Basque, lors de la faillite de Cryo, 2 ans plus tôt. Mais là où les 3 chercheurs avaient été super réactifs en téléphonant au liquidateur dès l'annonce de la faillite, Régis Hauser, lui, ne contacte Maître Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur des actifs d'In-Folio, qu'en avril 2005, soit 6 mois après son dépôt de bilan. Et là, il constate du coup avec effroi que le coffre est entièrement vide. Ouais, Max Valentin est dans la mouise. La chouette d'or s'est envolée. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. C'est très bizarre. Bizarre, c'est justement le mot. Je dirais même plus, c'est bizarre.